Marc Hanover, Good Morning Business. Il est 8h17 sur BFM Business. Alors figurez-vous qu'on avait envie de disserter un petit peu ce matin, disserter sur le monde d'après Covid. Touchons du bois pour qu'il arrive le plus vite possible évidemment. Et on avait envie de faire ça avec Bruno Bonnel qui est avec nous par caméra interposée. Bonjour Bruno Bonnel, député La République En Marche du Rhône. Merci d'être avec nous, homme politique et puis évidemment entrepreneur. On connaît vos principaux faits d'armes, Infogrames, Infony, Robopolis pour ne citer que cela. Question, à quoi va ressembler le monde d'après Covid? À quoi doit-il ressembler Bruno Bonnel? Je vous pose la question parce qu'il y a des mots, des concepts qu'on a beaucoup entendus ces derniers mois. Démondialisation, re-régionalisation des chaînes de valeur, relocalisation. Est-ce que vous dites que ça doit être des mots d'ordre ou alors que tout n'est pas acheté finalement dans le monde d'avant? Comment est-ce que vous regardez ça, vous, Bruno Bonnel? Alors, Bruno Bonnel, apparemment qu'on a du mal à entendre. Est-ce que vous nous entendez, Bruno Bonnel? On vous entend très très mal. Je crois que ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous rappeler tout de suite au téléphone sur les secondes qui viennent et puis on va prendre la discussion avec vous sur BFM Business. Je le disais, ce débat très important autour de l'après-Covid finalement. Voilà, à quoi doit ressembler le monde d'après-Covid. Voilà. Quand on parle de démondialisation, quand on parle de re-régionalisation, quand on parle de relocalisation, de dirigisme économique, quels doivent être les mots de l'après-Covid. Est-ce que vous nous entendez, Bruno Bonnel? Très bien. Voilà, bien. on vous a retrouvé par téléphone. Ça va être beaucoup plus simple. Comment est-ce que vous le voyez ce monde d'après en quelques mots? Écoutez, avec le traumatisme économique que nous avons vécu et que nous vivons actuellement, on peut que espérer avoir deux tendances. Une tendance à se recroqueviller. C'est pour ça qu'on a beaucoup entendu parler de relocalisation, de régionalisation. Et puis une tendance à essayer de changer de modèle, en disant puisque c'est l'occasion de basculer. Donc il y a ces deux tendances qui s'équilibrent. C'est pour ça qu'on voit d'ailleurs des dialogues qui d'un côté disent quand est-ce qu'on revient au monde d'avant, et puis de l'autre côté inventons un nouveau modèle pour le monde d'après. Et je crois que la réalité est entre les deux. On l'a vécu déjà dans l'histoire du monde. On l'a vécu par exemple au moment des grandes guerres, où des dizaines de métiers ont disparu, des dizaines d'innovations sont apparues. En tout cas, ce qu'on est sûr, c'est que le monde d'après sera un monde de transformation et d'innovation. Et que tous les métiers sans exception doivent se remettre en question. Vous voyez par exemple la situation actuelle très difficile des bars et restaurants, pour lesquels ça doit être une catastrophe sur le plan de leur quotidien. Eh bien, ils se sont tous réinventés. On voit bien que la vente à emporter, le service plus spécifique, les modèles économiques sont en train de changer, même dans des activités du quotidien qu'on pensait absolument immuables, éternelles. Toutes celles-ci doivent aujourd'hui se transformer. On va parler d'innovation dans un instant parce que c'est un sujet qui vous intéresse au premier plan, mais à tous ceux qui plaident pour un reset finalement, un nouveau monde, qu'est-ce que vous dites? Que finalement, c'est le discours que tiennent beaucoup aujourd'hui qui disent l'ancien monde finalement il nous a permis de résister, d'avoir d'une crise de plus grande ampleur, et puis regardez par exemple l'industrie pharmaceutique, Big Pharma qu'on a tendance à stigmatiser bien longtemps, c'est cette industrie qui a fait en quelques mois ce qu'en temps normal on aurait fait en quelques années, c'est-à-dire élaborer un vaccin finalement. Vous êtes d'accord avec ça? C'est bien ce qu'on voit, c'est la puissance de feu face à un ennemi commun dans lequel vous réunissez des forces. On l'avait connu dans une certaine mesure, bien évidemment différente. C'était pas un vaccin avec le sida, où toutes les entreprises s'étaient mis derrière en disant il faut trouver comment résoudre ce virus. Et en quelques mois, on avait fait déjà il y a quelques années, on avait fait une performance. Là, on l'a fait en quelques mois. Donc il faut jamais négliger la puissance de feu. Ceci dit, l'innovation, elle est aussi dans les petites structures. Elle est dans les réinventions de modèles. On l'a vu avec le phénomène des startups, qui à mon avis fera sourire dans quelques années. Là, ce qu'on va connaître, c'est vraiment une espèce de mutation. On est dans une société en chrysalide, une espèce de mutation de la société où on va essayer des choses. Donc attention, il faut ni caricaturer justement ces grosses structures en disant oui, ne cherche qu'à faire du profit, etc. Ce qui n'est pas vrai. Ce qui n'est pas vrai, que ça a été démontré, ni non plus négliger toutes ces initiatives qui vont faire que notre quotidien va évoluer. En fait, on va passer d'un capitalisme qu'on pourrait dire maximisé, on cherche à maximiser le profit, maximiser les ressources, maximiser les rendements, à un capitalisme optimisé. En tout cas, c'est ma conviction. Vous dites on va essayer des choses, on va innover, mais l'innovation, elle va prendre quelle forme dans toutes ces professions, dans tous ces secteurs qui se réinventent? Vous parliez des services, du commerce, l'éducation, de la construction. Vous dites qu'il y aura plus d'automatisation, plus de robotique. Est-ce que ça y est, on est proche du
grand basculement, ce grand basculement sur lequel en France on a pris du retard par rapport à nos voisins allemands notamment, Bruno Bonnell finalement. Oui, alors il faut voir deux choses. Il y a d'un côté le digital, la robotisation qui va clairement exploser. On l'a vu, hein, on voit les Zooms, on voit les apéros jusqu'au cours d'université. Mais on a aussi un retour à ce que j'appelle les métiers du lien. Le social qui va énormément se développer parce qu'on ne peut pas déshumaniser complètement la société, ça nous le savons, ça ne sera pas accepté par les gens. Donc c'est une espèce de mélange entre des outils pour améliorer notre quotidien qui seront digitaux, qui seront robotiques, et également un retour vers le dialogue humain avec des métiers. Moi j'ai fait un rapport notamment au gouvernement sur les métiers du lien avec François Ruffin, ou les assistantes de vie pour les personnes âgées à domicile, ou les accompagneurs d'enfants en situation de handicap à l'école. Tous ces métiers humains vont venir compléter les outils formidables de productivité qui devraient exploser dans les années qui viennent. Mais parlez-nous un petit peu d'automatisation, parlez-nous de robotique. Qu'est-ce qui va changer concrètement dans les services et dans l'industrie pour vous, plus vite que prévu? Comment est-ce que vous anticipez ça personnellement? Là, on voit déjà que dans le domaine du digital, ça a déjà changé. Vous voyez bien que le télétravail est devenu quelque chose de commun. Donc ça veut dire que ça va déstructurer les villes notamment. On va être moins concentré sur des villes. On va pouvoir se donner le luxe d'habiter plus loin. Ça va réétaler un petit peu la carte du travail. Donc ça a des conséquences dans le quotidien, par exemple des commerces qui seront dans ces villes moyennes ou ces villes éloignées. Donc ça veut dire qu'on arrête la concentration. La deuxième chose sur l'automatisation et notamment la robotisation, on a un petit peu le phénomène du chaînon manquant. On a cherché à fantasmer le robot totalement autonome. Oui. Là, on aura une espèce de robot télécommandé. Et on pourrait très bien imaginer demain que dans certaines usines, on ait des personnes qui pilotent à distance des robots. Donc, faire une espèce de télétravail productif qui, à mon avis, est une tendance forte de la production à venir. Et pas au détriment de l'emploi, ce qui reste évidemment le grand fantasme. Même ce qui se passe en Allemagne démontre que non, c'est pas forcément le cas. Au contraire, parfois, c'est générateur d'emploi. Toutes les statistiques montrent que cette automatisation augmente la productivité et ne détruit pas l'emploi. Par contre, elle impose un emploi qui est de plus en plus qualifié. Donc, il ne faut pas oublier dans cette équation la formation des gens, parce qu'effectivement, piloter un robot à distance, travailler avec un outil digital, c'est moins instinctif que d'être sur une chaîne à l'usine. Et donc, ça veut dire qu'il faut de la formation et que les deux sont complémentaires. On n'aura pas d'automatisation et de robotisation sans avoir de la formation. Vous croyez pas à la fin du capitalisme, et vous croyez, je crois, à vous avoir lu, à un capitalisme tempéré. Qu'est-ce que c'est un capitalisme tempéré pour vous, Bruno Bonnell? C'est-à-dire qu'il faut prendre dans l'équation le phénomène de la gestion des ressources, aujourd'hui qui est un sujet numéro 1 au niveau du monde, et qu'on ne peut plus aller chercher et maximiser d'une façon obsessionnelle jusqu'au dernier morceau de charbon, jusqu'au dernier petit arbre dans la forêt. Il va falloir apprendre à gérer les ressources. Donc aujourd'hui, j'ai un peu changé mon ton. Je crois qu'on a des modèles de capitalisme qui visaient à maximiser les profits, l'exploitation. On va vers un capitalisme optimisé. C'est-à-dire quelque chose où on va devoir rentrer dans l'équation les changements climatiques, l'environnement. Et donc ça, d'ailleurs, ça a été un des grands chantiers de la Convention, à mon avis, climat à venir. Et une des grandes révolutions à attendre du XXIe siècle, c'est-à-dire tempérer un petit peu notre exploitation de la planète. Et le capitalisme tempéré tel que vous l'imaginez, le capitalisme de demain, c'est un capitalisme qui fera intervenir plus l'État, moins l'État, ou sous une autre forme pour vous? C'est quoi l'avenir de ce point de vue-là? À mon avis, c'est un capitalisme dans lequel l'État est le gardien de grands principes, d'un espèce de cadre, mais par contre, c'est bien au niveau des entreprises, au niveau de la prise de conscience des entrepreneurs de ces nouvelles données. D'ailleurs, ils le font depuis très longtemps, ils sont même en avance par rapport à l'État pour la plupart d'entre eux, il faut le souligner. Beaucoup d'entrepreneurs ont du bon sens écologique. On n'avait pas besoin d'attendre que des partis s'organisent pour ça. Et donc l'État, par contre, doit lui donner un cadre général. Mais c'est bien de l'entreprise que viendront ces innovations et ces nouveaux modèles. Mais ça veut dire que c'est un État qui doit redéfinir ses missions pour vous, clairement, dans les prochaines années? C'est un État qui va aller sur des missions de protection. Je pense que la santé va devenir quelque chose de clé. On l'a bien vu. On voit bien les bouleversements au niveau du régalien, de protection et de sécurité. Parce qu'ils ne pourront fleurir des entreprises que dans un monde sécurisé. Ça me semble important. Donc il ne faut pas tomber dans le sécuritaire. Il faut savoir que le confort de savoir
que cette sécurité est assurée pour tous et certainement gage de prospérité. Et donc, alors je vous pousse un petit peu dans les questions bassement matérielles, j'en ai bien conscience, la ficelle est grosse, Benoît Bonnel, mais c'est un État qui doit apprendre à maigrir justement pour réorienter ses missions et les adapter à la situation du moment finalement ou pas? Je ne sais pas si l'État doit apprendre à maigrir, il doit apprendre par contre à optimiser aussi ses ressources. Je crois qu'il y a énormément de personnes dans l'État qui doivent être réorientées dans certains corps de métier. Par exemple, je parlais de la sécurité. On sait par exemple que le poids des policiers sur le terrain par rapport à l'administratif devra évoluer de façon considérable pour assurer les gens. Et ça va être le cas dans tous les cas. Donc arrêtons de simplifier un espèce d'État obèse qui fait rien avec des fonctionnaires qui sont inutilement payés. Non, mais qui s'offrirait peut-être un peu plus de marge de manœuvre pour investir et préparer l'avenir là où il est exactement. C'est plus ça l'idée. Quand l'État décide de budgéter 100 milliards d'euros dans une relance qui n'est pas justement, qui est vraiment ambitieuse pour une France de 2050, je pense que là aussi, vous parliez des big pharma tout à l'heure, là aussi on parle de la puissance de feu de l'État. Donc soyons bien quand même conscients que les deux éléments sont importants. Nous avons besoin d'un État fort pour que justement les jeunes entreprises poussent et n'opposons pas l'État à l'entreprise. Ça serait une grave erreur encore à contre-temps de l'histoire. Je l'ai dit tout à l'heure, les deux se complètent et doivent véritablement converger vers un objectif de plus grande prospérité raisonnée. Bon, c'est pour quand le monde d'après, Bruno Bonnel? C'est pour cette année, il faut commencer à y penser à tout ça. Hein. C'est pour quand le monde d'après? En tout cas, je pense que pour les prochains 6 mois, on est encore quand même dans une situation extrêmement... Il faut bien être clair. Hein. Moi, si j'étais dans l'entreprise aujourd'hui, mon plan stratégique, je commence à l'élaborer à partir de septembre prochain. Mais ça veut dire que j'ai plein de boulot. J'ai plein de travail à le faire. La réinvention, ça ne se fait pas en 15 jours. Donc, ne disons pas qu'il n'y a rien à faire. Disons simplement qu'il y a une lueur aujourd'hui avec le vaccin au bout du tunnel et qu'il faut tout préparer pour qu'en septembre, on puisse enfin redécoller. Ça sera l'année de l'élan. Il se présente et se prépare déjà ce monde d'après. Merci beaucoup, Bruno Bonnel. Merci d'avoir été avec nous ce 31 décembre au matin pour disserter sur le monde d'après Covid qu'on espère tous voir effectivement le plus rapidement possible. Bruno Bonnel, député La République En Marche du Rhône. Merci.